Bonjour. Dans ce diaporama-là, on va continuer à parler un petit peu des substances protéiques du système immunitaire. On a parlé des substances protéiques solubles, telles que les anticorps, les cytokines, chimiokines, le complément. Et là, on va parler des substances protéiques, cette fois-ci membranaires. Et l'exemple le plus important, notamment par rapport à l'immunité adaptative, c'est le CMH, le complexe majeur d'histocompatibilité. Sans les molécules du CMH, on ne peut pas faire de l'immunité adaptative. D'accord? Le complexe majeur d'histocompatibilité. D'ailleurs, il faut souligner que dans les substances protéiques membranaires, c'est vrai, on va s'attarder sur le CMH, hein, des molécules fondamentales pour l'immunité spécifique, mais dans les substances protéiques membranaires, il faut inclure tout ce qui est récepteurs, hein, les TCR, BCR, les PRR, les récepteurs des cytokines, des chimiokines, certains éléments du complément qui sont membranaires. Toutes ces molécules-là, ce sont des substances protéiques membranaires importantes, mais qu'on a eu plus ou moins l'occasion d'évoquer, d'accord? Et là, on va s'attarder sur cet exemple-là, qui est celui du CMH, le complexe majeur d'histocompatibilité. Et comme je vous ai dit, on ne peut pas faire de l'immunité adaptative spécifique sans le CMH. Hein, d'ailleurs, au niveau de la phylogénétique, si vous voulez, depuis l'unicellulaire, en passant par les végétaux, tous les invertébrés, eh bien, ce sont les êtres humains qui représentent les plus d'espèces, si vous voulez. Là, ils n'ont pas de CMH, et donc c'est tout simple. Ils ne peuvent pas faire de l'immunité adaptative. Ils n'ont que l'immunité innée, l'immunité naturelle. D'accord? Hein, la phagocytose, des molécules immorales de l'immunité innée, etc., etc. Mais pour faire de l'immunité spécifique, il faut le CMH, et le CMH, ça apparaît au niveau des vertébrés. C'est les vertébrés, depuis les poissons osseux, en passant par les reptiles, les oiseaux, jusqu'à arriver aux mammifères, jusqu'à l'homme. Toutes ces espèces-là de vertébrés, ils ont le CMH, c'est pourquoi ils sont capables de faire de l'immunité spécifique. Alors donc, on va utiliser cette abréviation-là, CMH, qui veut dire complexe majeur d'histocompatibilité. Et comme je viens de le dire, tous les vertébrés sont capables de faire de l'immunité adaptative, donc ils ont ce système de CMH ou ces molécules de CMH. Donc, si vous voulez, CMH, c'est une appellation générique. Hein, d'accord? Mais par contre, les spécialistes, ils ont accordé des appellations spécifiques. D'ailleurs, concernant une espèce donnée, par exemple chez l'homme, le complexe majeur d'histocompatibilité est appelé HLA, Human Leukocyte Antigen. Chez la souris, il a une autre appellation. Chez le porc, il a une autre appellation. D'accord? Toutes les espèces qui ont servi dans l'étude de l'immunité adaptative. Alors, le HLH chez l'homme, il s'agit d'un groupe de gènes qui sont très polymorphiques. Alors là, s'il y a quelque chose qui caractérise les gènes qui codent pour les molécules HLA chez l'homme, c'est le polymorphisme. D'ailleurs, au niveau du patrimoine génétique humain, c'est le groupe de gènes le plus polymorphique, hein. On aura l'occasion d'en parler dans une diapositive qui va venir par la suite. D'accord? Donc, il s'agit, si vous voulez, d'un système très polymorphique, hein, avec des gènes qui sont très, très multialléliques, d'expression codominante. Hein, l'expression codominante, hein, c'est-à-dire que c'est l'hétérozygosie, hein, l'expression des deux allotypes portés chacun par un chromosome 6. Hein, parce que les gènes du CMH chez l'homme, le HLA, il est porté par le chromosome 6, le bras court du chromosome 6, et l'expression, il est codominante. Et puis, la transmission se fait en bloc. Regardez ici, vous avez le chromosome 6, d'accord? Le bras lent, le bras court, et c'est au niveau du bras court qu'on va trouver les gènes qui codent pour le système HLA. Hein, on appelle la région HLA. Et là, au niveau du bras court. Et là, on va distinguer deux classes de gènes, ce qu'on appelle les gènes de classe 1 et les gènes de classe 2. Hein, ils sont côte à côte. D'accord? Alors, dans les gènes de classe A, on a les gènes A, B et C. Pour les gènes de classe 2, nous avons DP, DQ, DR. D'accord? Et du fait que tous ces gènes-là, aussi bien de classe 1 que de classe 2, ils sont très proches les uns des autres, les scientifiques ils ont remarqué que le taux de recombinaison était très faible, hein, moins de 0,5. Il n'y a pratiquement pas de recombinaison. Donc, si vous voulez, il y a une transmission en bloc. C'est ce bloc-là qui sera transmis à la descendance, qu'on appelle un haplotype. D'accord? Un haplotype. Alors ici, par exemple, vous avez un exemple. Regardez, si vous prenez par exemple les parents, il y a le chromosome 1 et le chromosome 2. Chacun, il porte les gènes
de classe 1, les gènes de classe 2, chromosome 1, chromosome 2. Alors ça, par exemple, c'est l'homme, ça c'est la femme, toujours chromosome 1, chromosome 2, toujours les gènes de classe 1, les gènes de classe 2. Et on a dit la transmission se fait en haplotype. Et donc vous avez des combinaisons qui vont se faire. Alors ce chromosome 1, et il va pouvoir se combiner, si vous voulez, avec le chromosome 3, mais il peut aussi se combiner avec le chromosome 4, ici, avec les gènes du chromosome 4. Les gènes portés par le chromosome 2 ici, il peut être transmis avec les gènes du chromosome 3 ou alors avec les gènes du chromosome 4, ce qui nous donne ces 4 combinaisons. D'accord? Et donc, si vous voulez, au niveau d'un couple, si vous voulez, tous les enfants, ils vont être répartis au niveau de ces 4 groupes. C'est-à-dire tous les enfants, les frères, les sœurs, si vous voulez, ils vont avoir, si vous voulez, une de ces 4 combinaisons. Et d'ailleurs, c'est pourquoi lorsqu'on essaye de faire les transplantations d'organes, les greffes de tissus, etc., lorsqu'on cherche du tissu histocompatible et on le cherche dans un premier temps au niveau de la fratrie, au niveau des frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'on sait que les frères et sœurs, ils feront partie de ces 4 possibilités. Et donc, il y aura des chances à ce qu'il y ait un haut degré d'histocompatibilité entre les frères et les sœurs. Et donc, la greffe ou la transplantation sera réussie. D'accord? Parce qu'autrement, si entre le donneur et le receveur, vous avez une incompatibilité, c'est-à-dire que chacun en termes de gènes et donc de protéines du CMH, il a des gènes différents, donc des protéines différentes. Et là, donc pour le système immunitaire du receveur, ça va être des molécules étrangères qu'il ne connaît pas, et il va les attaquer, donc il y aura un rejet de greffe. Alors ici, vous avez les gènes. Donc on a dit les gènes de classe 1. Hein, les gènes de classe 1, ils sont 3 gènes, HLA de classe 1, ils sont dits classiques. Parce que vous allez voir, il y a d'autres gènes HLA qui sont dits non classiques. On en parlera tout à l'heure. Mais les gènes de classe 1 classiques, ils sont au nombre de 3. HLA-A, HLA-B et HLA-C. Et donc là, on parle de l'espèce humaine. C'est pourquoi on utilise HLA. Hein, d'accord? A, B et C. Et comme il s'agit de 3 gènes très polymorphiques, c'est-à-dire chacun il va avoir plusieurs formes alléliques, eh bien les formes alléliques seront numérotées. Alors par exemple, on aura HLA-A1, HLA-A2, HLA-A3, etc., etc., jusqu'à HLA quelques centaines, quelques milliers même, hein, vous allez le voir tout à l'heure. Le B pareil, HLA-B1, HLA-B2, HLA-B3, B4, etc., etc., jusqu'à parce qu'il ne se passe pas 2-3 mois sans qu'on découvre des formes alléliques nouvelles, si vous voulez, correspondant aux gènes, notamment des gènes de molécules de classe 1. Et puis le HLA-C1, pareil, HLA-C1, HLA-C2, C3, etc., etc. Alors ça, c'est pour les gènes de classe 1. D'accord? Nous avons les gènes de classe 2. Alors, pour les gènes de classe 2, il ne s'agit pas de 3 gènes comme ici, mais il s'agit de 3 paires de gènes. D'accord? Alors pourquoi ici on a 3 gènes et ici on a 3 paires de gènes? Parce que tout simplement, vous allez voir, en termes de protéines hein, qui seront codées par ces gènes-là, les protéines de classe 1 ils sont essentiellement faits par un polypeptide, hein, le polypeptide alpha. Donc il y a un gène qui code pour un polypeptide alpha. Par contre, les protéines issues des gènes de classe 2, c'est l'association de 2 polypeptides, hein, le polypeptide alpha et bêta. Et donc à chaque fois, vous allez avoir 2 gènes, un qui code pour alpha et l'autre qui code pour bêta. D'accord? Donc on a 3 paires de gènes HLA de classe 2, également dits classiques. Alors on l'a vu tout à l'heure, c'est HLA-DP, HLA-DQ et HLA-DR. D'accord? Et comme pour chaque gène, c'est une paire de gènes, pardon, l'un qui code pour alpha et l'autre qui code pour bêta. Alors pour HLA-DP par exemple, on aura HLA-DPA1, HLA-DPA2, etc. Et ça va coder pour alpha. Et puis HLA-DP B1, HLA-DP B2 qui va coder pour bêta. Et la même chose pour HLA-DQ, HLA-DR. À chaque fois, ce sont une paire de gènes qui vont coder, si vous voulez, pour les polypeptides alpha et bêta. D'accord? Comme vous pouvez le voir au niveau de ce schéma, regardez. Donc ici, on a les gènes de classe 1, A, B et C, qui codent pour le polypeptide alpha, hein, parce que la molécule est faite de polypeptide alpha uniquement, hein, d'accord, en tant que molécule de CMH, parce que vous allez voir, la molécule de CMH1, elle a une molécule accessoire, mais qui n'a rien à voir avec les gènes du CMH. Donc, il n'y a que le polypeptide alpha. Par contre, les gènes de classe 2, ils vont de pair. Regardez, on a DRB1 et DRA
hein. L'un qui code pour alpha, l'autre qui code pour bêta, et pareil pour DQ, et pareil pour DP, d'accord? Alpha et bêta, d'accord? Il y a, si vous voulez, mais ça c'est à titre d'information, il y a les gènes de CMH de classe 3. Il y a aussi les gènes de CMH de classe 3, mais ce sont des gènes qui codent pour des molécules qui pourraient être plus ou moins impliquées dans la réponse immunitaire, mais qui n'ont rien à voir avec la présentation de l'antigène. Parce que n'oubliez pas, les gènes du CMH vont coder pour des protéines dont le rôle, hein, comme vous pouvez le voir ici, le rôle c'est de présenter des antigènes, notamment pour les TCR des lymphocytes T. Hein, parce qu'on a dit il y a une restriction au CMH, les TCR, aussi bien des TH que des T cytotoxiques, ne reconnaissent le peptide que s'il est associé à des molécules du CMH. Donc là, ce qu'on présente, les gènes de classe 1 et de classe 2, ce sont L, ou ce sont E, pardon, qui donnent les protéines qui vont servir pour la présentation de l'antigène. Les gènes de classe 3, que je ne vais pas présenter ici, sont des gènes qui codent pour des molécules, soit des molécules qui n'ont rien à voir avec l'immunité, ou alors des gènes qui vont avoir un rapport avec la réponse immunitaire, mais ce n'est pas la présentation de l'antigène. Alors, ces deux classes de gènes, bien entendu, vont nous donner deux classes de protéines. Ils vont être transcrits, traduits. Ils vont donner deux classes de protéines, les molécules de CMH1 et les molécules de CMH2. D'accord? Alors, les molécules de CMH1, ils sont exprimés à la surface de toutes les cellules de l'organisme, toutes les cellules nucléées, hein, les cellules qui ont un noyau. Hein. Toutes les cellules de l'organisme qui ont un noyau, ils vont avoir à leur surface un grand nombre de molécules de CMH1. D'accord? On parle de quelque chose comme 10 à la puissance 5 molécules de CMH1 à la surface de chaque cellule. Tous les cellules nucléées, à des exceptions près, notamment par exemple les neurones. Hein, les neurones n'expriment pas de CMH, hein, ou alors très 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 rarement et très peu. Les spermatozoïdes, les cellules trophoblastiques, les cellules trophoblastiques étant les cellules qui se trouvent en interface entre, au niveau du placenta, entre l'organisme maternel et l'organisme fœtal, d'accord? Les cellules des tubules rénaux, pareil. Vous avez quelques exceptions des cellules qui sont effectivement nucléées, mais qui n'expriment, voire pas du tout, voire très peu de molécules de CMH. Et les molécules de CMH, bien entendu, on va le voir, hein, leur rôle principal, c'est la présentation des peptides, si vous voulez, aux lymphocytes T. Et pour les CMH1, on l'a dit, c'est une restriction avec les TCR des lymphocytes T cytotoxiques. T cytotoxiques, leur TCR ne reconnaîtra les peptides antigéniques que s'ils sont associés à des molécules de CMH1. D'accord? Mais cette expression au niveau de toutes les cellules nucléées permet aussi un autre phénomène, c'est celui de l'échappement à la cytotoxicité des cellules NK. Rappelez-vous, les cellules NK, lorsqu'on a parlé de cette catégorie cellulaire-là, on a dit leur surface cellulaire avait des récepteurs inhibiteurs et des récepteurs activateurs. Et donc, lorsque la cellule NK s'approche d'une cellule cible, eh bien, les récepteurs inhibiteurs vont chercher des ligands à la surface de la cellule cible, les récepteurs activateurs vont chercher des ligands à la surface de la cellule cible. Il va y avoir une espèce de balance. Quelle est la majorité des récepteurs qui vont recevoir leurs ligands? Est-ce que la majorité, c'est des récepteurs inhibiteurs ou activateurs? C'est ce qui va conditionner soit l'activation, soit la non-activation des cellules NK. Eh bien, le CMH, la molécule de CMH, c'est un ligand très puissant des récepteurs inhibiteurs des cellules NK. Autrement dit, les cellules NK, lorsqu'ils s'approchent des cellules nucléaires de l'organisme, des cellules normales, tout à fait normales, ben, ils trouvent qu'à leur surface, il y a beaucoup de récepteurs, beaucoup de molécules de CMH, 1, dit quelque chose comme 10 à la puissance 5 à la surface de chaque cellule. Et donc, les récepteurs inhibiteurs vont trouver tout de suite leur ligand. Et donc, c'est un signal d'inhibition qui va être envoyé à la cellule NK qui ne pourra jamais s'activer vis-à-vis de cellules nucléaires de l'organisme, des cellules normales. D'accord? C'est une protection. Ce qui est également vrai pour les cellules T cytotoxiques. Et puis, on a les protéines de classe CMH2, hein, les CMH2. Alors, le CMH2 n'est exprimé que par les CPA. Le CMH1, on le trouve à la surface de toutes les cellules nucléées. Le CMH2, on ne le trouve que exprimé que chez les CPA, les cellules présentatrices d'antigènes. Les cellules dendritiques, les lymphocytes B et les macrophages. On a dit il y a 3 catégories de cellules qui sont des CPA, avec l'exception des cellules épithéliales thymiques du cortex. Hein, les cellules épithéliales thymiques du cortex, rappelez-vous le lobule
thymique, il y a le cortex et la médulla, et au niveau du cortex, si vous voulez, il y a un épithélium, et dans cet épithélium-là se passe ce qu'on a appelé la sélection positive, c'est-à-dire ce sont des cellules épithéliales qui vont présenter à leur surface et du CMH1 et du CMH2 pour vérifier si les TCR des thymocytes vont interagir soit avec le CMH1, soit avec le CMH2. S'ils interagissent, c'est bon, ils vont recevoir un signal de survie. S'ils n'interagissent pas ni avec le CMH1 ni avec le CMH2, eh bien, ils vont recevoir un signal d'apoptose et ils vont mourir. Donc, il y a ce cas particulier de ces cellules épithéliales corticales thymiques. D'accord? Et puis, on a dit, si le CMH il est restreint, le CMH1 il est restreint au TCR des T cytotoxiques, le CMH2 il est restreint au TH, les T helper, qu'on appelait les CD4. C'est-à-dire le TCR des TCD4 ne reconnaît les peptides que s'ils sont associés à une molécule de CMH2 de classe 2. Alors cette expression du CMH2, il est exacerbé, il est dynamisé par l'interféron gamma. S'il y a de l'interféron gamma ou le TNF-alpha, les cellules présentatrices d'antigènes vont exprimer davantage, si vous voulez, de CMH pour que la présentation d'antigènes soit la plus adéquate. Et vous avez ici, au niveau de ce schéma-là, la molécule de CMH1, la molécule de CMH2, notamment caractérisée par ce qu'on va le voir tout à l'heure, par cette niche peptidique ou cette cavité peptidique où va loger le peptide qu'on va présenter au TCR des lymphocytes T. Ici, au niveau de la présentation, vous voyez la membrane cytoplasmique, et puis ici, il y a un segment transmembranaire, parce qu'on a dit la molécule de CMH1 est constituée uniquement par le polypeptide alpha, alors qu'ici, ce sont deux polypeptides, le polypeptide alpha et le polypeptide bêta pour la molécule de classe 2. Alors les scientifiques pensent, vous avez vu, on a les formes alléliques pour chaque gène, aussi bien de CMH1, de CMH2, ils sont très polymorphiques, mais les scientifiques, ils ont montré en fait que dans la réalité, chaque être humain, chaque individu exprime au maximum 6 types de molécules de CMH1 en termes phénotypiques, c'est-à-dire en termes de protéines, et 12 types, si vous voulez, de molécules de CMH1. D'accord? En gros, chacun de nous aura 6 molécules différentes de CMH1 et 12 molécules de CMH2 différentes. Alors, le CMH1, il n'y a que 6 parce que tout simplement, il s'agit du gène A, B et C sur le chromosome 1, qui va nous donner si vous voulez, trois polypeptides alpha différents, et sur le chromosome 2, trois polypeptides alpha différents, ce qui fait la somme de 6. Un maximum de 6 molécules de CMH différents. Et là, comme le CMHD est constitué de deux polypeptides alpha et bêta, et qu'à chaque fois, on aura la possibilité d'avoir 6 types de chaînes alpha et 6 types de chaînes bêta, donc ça vous donne des associations de l'ordre de 12 types de molécules de CMH au niveau de chaque organisme. Alors ici, c'est une diapositive juste pour un petit peu expliquer la forme phénotypique des molécules de CMH1, c'est-à-dire la protéine, ou plus exactement la glycoprotéine, parce que les molécules de CMH, ce sont des glycoprotéines. Alors ici, on a la molécule de CMH1 et puis la molécule de CMH2. Alors, comme vous pouvez le voir, la molécule de CMH1 elle est constituée d'un polypeptide, c'est le polypeptide alpha, mais qui est constitué de trois domaines. Regardez, le domaine alpha 1, le domaine alpha 2 et le domaine alpha 3. Et c'est le domaine alpha 1, alpha 2 qui constitue ici, regardez, la cavité à peptides, ce qu'on appelle la cavité à peptides ou la poche à peptides, ou bref, c'est le petit encloche où va s'imbriquer, si vous voulez, le peptide présenté par la molécule de CMH, de CMH1. Vous voyez que le polypeptide alpha est accompagné par une molécule, c'est une molécule accessoire, la bêta-2-microglobuline. Et la bêta-2-microglobuline, c'est une molécule accessoire, donc elle n'est pas codée par les gènes du CMH. Et tous les molécules de CMH1, qui soient codées par tel ou tel gène, ils seront toujours accompagnés par cette même molécule. Donc elles ne rentrent pas dans la diversité, si vous voulez, du CMH1, la bêta-2-microglobuline. D'accord? Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'au niveau du CMH, vous avez cette cavité à peptides. D'accord? Donc, vous voyez ici un petit peu la représentation pour vous montrer en fait que le plancher de cette cavité-là, c'est un plancher, c'est un feuillet bêta. Il est fait par un feuillet bêta. Entre le domaine alpha 1 et le domaine alpha 2. Donc, on voit ici le domaine alpha 1 et puis le domaine alpha 2. Et puis, le plancher, il est fait par un feuillet bêta. Par contre, si vous voulez, les bords de cette cavité, donc ce bord-là,
et ce bord-là. Ces bords-là, ce sont des hélices alpha, hein, en termes d'organisation. D'accord? Alors, pour résumer, la molécule de CMHA1, pardon, il s'agit d'une chaîne alpha qui est une glycoprotéine, GP, glycoprotéine très polymorphique. On va le voir tout à l'heure, on va parler du polymorphisme, d'accord, très polymorphique, associée à une molécule toujours la même, la bêta-2 microglobuline, qui est monomorphique, c'est toujours la même, mais qui est un gène non CMH. Elle n'a rien à voir avec les gènes de CMH. Et les molécules de CMH1 peuvent s'associer au niveau de la cavité à peptides à des peptides de l'ordre de 8 à 10 acides aminés, généralement d'origine endogène, hein, d'accord? D'origine endogène, pourquoi? Parce qu'on a dit le CMH1, il est restreint, si vous voulez, aux lymphocytes T cytotoxiques, d'accord? Lymphocytes T cytotoxiques, et généralement, ce sont les antigènes endogènes qui sont associés à du CMH1, notamment les protéines virales, hein, qui se trouvent déjà au niveau du compartiment cytoplasmique, ils vont être associés à du CMH1 et présentés pour activer les TCR des T cytotoxiques. Et d'ailleurs, les lymphocytes T cytotoxiques, c'est la réponse adaptative la plus adéquate vis-à-vis des infections virales. Et donc, on voit ici une vue un petit peu du bord de l'hélice alpha au niveau du domaine alpha 1 et le bord de l'hélice alpha du domaine alpha 2, hein, qui forme la cavité à peptide. Et voilà le peptide ici, 8 à 10 acides aminés qui sont présents ici. Et donc, vous pouvez voir que c'est un peptide de petite taille, hein, 8 à 10 acides aminés. D'accord? Et ça vient du fait que les bords de la cavité à peptide pour les molécules de CMH1, ce sont des bords qui sont très fermés. Donc ici, il y a pas d'espace physique, si vous voulez, pour inclure un peptide plus grand que ça. D'accord? Hein, ce qui va pas, vous allez voir tout à l'heure, ça ne va pas être le cas des molécules de CMH. Alors, pour les molécules de CMH2, si ici on avait un seul polypeptide alpha, pour les molécules de CMH2, on a la chaîne alpha et la chaîne bêta, chacune constituée par deux domaines. Donc, on a alpha 1, alpha 2, bêta 1 et bêta 2. Et la niche ou la cavité à peptide, elle est formée par le domaine alpha 1 et le domaine bêta 1. Et pareil, ici, on voit que le plancher est fait par un feuillet bêta, les bords par une hélice alpha. D'accord? Alors, les molécules de CMH2, donc, ce sont des chaînes. C'est une chaîne alpha qui est une glycoprotéine, plus une chaîne bêta qui est une glycoprotéine. Donc, on a deux glycoprotéines, une alpha et l'autre bêta, qui sont polymorphiques, on va voir ça tout à l'heure, et qui s'associent cette fois-ci à des peptides, regardez, de 12 jusqu'à 25 acides aminés. Donc, ils s'associent à des peptides qui sont un petit peu plus grands que par rapport au CMH1, d'accord? Et ça vient du fait que les extrémités de la cavité sont ouvertes. Regardez ici, les extrémités sont fermées, donc on ne peut inclure qu'un petit peptide, alors qu'ici, si vous voulez, les extrémités sont ouvertes, et ça permet, si vous voulez, de mettre en place, d'inclure au niveau de la cavité à peptides, des peptides qui font 16, 18, 20 jusqu'à 25 acides aminés. Hein, d'accord? Et généralement, les molécules de CMH1, ils vont présenter, si vous voulez, des peptides qui sont d'origine exogène, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur, par internalisation, par phagocytose ou pinocytose. Alors ici, on a une diapositive qui va nous parler un petit peu du polymorphisme. On l'a dit depuis le début de ce diaporama, le polymorphisme, c'est ce qui caractérise, si vous voulez, les gènes de CMH. Alors, c'est un travail qui a été fait en 2016. On comptait déjà plus de 15 000 allèles différents. Entre les gènes de classe 1 et les gènes de classe 2, on compte plus de 15 000 allèles, ce qui vous montre un petit peu le degré de polymorphisme de ces gènes. Et c'est simple, je vous ai dit, ce sont les gènes les plus polymorphiques du génome humain. Alors ici, dans ce tableau, ce n'est pas des chiffres à retenir, mais juste pour que vous ayez la démonstration de ce polymorphisme-là. Regardez, le gène HLA-A, là c'est un gène de classe 1, hein, A, eh bien on en connaît 3285 allèles différents. D'accord? Alors, tout à l'heure, on a dit chez l'homme, le maximum, il peut y avoir, euh, si vous voulez, une protéine ou deux de type HLA-A à choisir entre 3085. Vous voyez un petit peu la possibilité que deux personnes aient le même HLA-A. L'un, il peut avoir HLA 302, je dis n'importe quoi. L'autre, il a HLA 1620. Donc, c'est des molécules HLA qui sont différentes. Et en termes d'histocompatibilité, ça compte. Pour les gènes de classe 1 toujours, mais HLA-B, regardez, plus de 4000 formes alléliques. Pour les gènes de classe C, pratiquement 3000 formes alléliques.
D'accord? Et ça, c'est des chiffres qui datent de 2015-2016. Je suis sûr que au jour d'aujourd'hui, en 2020, là, sûrement il y a plus de formes alléliques. D'accord? Alors, vous aurez remarqué qu'au niveau de ce tableau, il y a d'autres molécules de classe CMH1 qui sont appelées de CMH1 non classique parce que HLA A, B, C, on les a qualifiés de HLA classiques. D'accord? Là, il y a des HLA non classiques, genre HLA-E, HLA-F, HLA-G. Eh bien, ce sont des gènes qui appartiennent au système CMH, au système complexe majeur d'histocompatibilité, mais qui ne sont pas impliqués dans la présentation d'antigènes, comme les A, B et C. Hein, ils sont impliqués dans d'autres facettes de la réponse immunitaire, mais pas la présentation d'antigènes. On n'a pas le temps ici de vous donner quelques exemples, si vous voulez, de l'implication de ces gènes non classiques de HLA. D'accord? Alors ça, c'était pour les gènes de classe 1. Ben, pareil pour les gènes de classe 2. Regardez, les gènes de classe 2, c'est le DPA, le DPB. Hein, ça, c'est code pour alpha, celui-là, il code pour bêta. Pareil pour DQ, pareil pour DR. Et vous voyez les formes alléliques, toujours des formes alléliques. Alors en gros, ce qu'on peut dire, c'est que les gènes de classe 1 sont beaucoup plus polymorphiques que les gènes de classe 2. Et puis à l'intérieur de gènes de classe 2, si vous voulez, le gène bêta, qui code pour bêta, est beaucoup plus polymorphique que le gène alpha. À l'intérieur si vous voulez, des molécules de classe 2, c'est polyphénotype bêta qui présente le plus haut degré de polymorphisme. Et pareil pour les molécules de classe 2, il y a des molécules de classe 2 qui sont non classiques, comme le HLA-DM, le HLA-DO, pareil, qui rentrent dans certaines facettes de l'élaboration de la réponse immunitaire, mais pas dans la présentation de l'antigène. Alors, ce polymorphisme-là, déjà, quelle est qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Il faut retenir que sur cette planète, si on est 7,5 milliards de personnes, eh bien, pour trouver deux personnes qui ont exactement les mêmes molécules, je parle sur le plan phénotypique, les mêmes molécules de classe 1 et les mêmes molécules de classe 2, c'est quasiment impossible. Parce que imaginez le nombre de combinaisons possibles entre les molécules de classe 1 et les molécules de classe 2, et pour que vous trouviez deux personnes qui ont le même HLA-A, je ne sais pas moi, 2560, et le B qui est 3051, le C, par exemple, 608, d'accord, exactement les mêmes. Et pareil pour les molécules de classe 2, c'est quasiment impossible. Donc, si vous voulez, en termes de diversité par rapport aux molécules de CMH, on peut dire que chaque être humain est unique. Chacun est unique. Alors, il y a le cas particulier, si vous voulez, des vrais jumeaux, ce qu'on appelle les vrais jumeaux, les jumeaux homozygotes. Et même ceux-là, l'histocompatibilité n'est jamais à 100%. Hein, jamais à 100%. Il y a toujours un petit degré de, si vous voulez, c'est vrai, il y a beaucoup de concordance chez les vrais jumeaux, mais l'histocompatibilité n'est jamais complète, n'est jamais parfaite. Alors ça se traduit, cette diversité, si vous voulez, ce polymorphisme des gènes HLA, aussi bien 1 que 2, se traduit en termes de susceptibilité aux maladies. Pourquoi? Parce que les personnes, selon les formes alléliques qu'ils vont exprimer, ben, ils ne seront pas égaux face à la maladie. Pourquoi? Parce que il y a certaines formes HLA, si vous voulez, qui seront qui vont permettre l'enchâssement du peptide dans la cavité à peptide d'une manière plus correcte. Donc, ils pourront stimuler les TH, les tests cytotoxiques de manière beaucoup plus correcte et la réponse adaptative va être très importante et très concluante et donc ils vont se protéger de certaines maladies. Et si on a des formes alléliques qui présentent mal l'antigène parce que l'enchâssement du peptide au niveau de la cavité apicide ne se fait pas correctement, etc. Donc on sera handicapé, le système adaptatif ne fonctionnera pas à plein régime avec toutes ses potentialités et il y aura des déficits au niveau des réponses et ça va se traduire par la susceptibilité à certaines maladies. D'ailleurs, il y a beaucoup de travaux au jour d'aujourd'hui qui montrent la liaison, si vous voulez, l'association de certaines formes alléliques de classe 1 ou de classe 2 par rapport à certaines maladies. Hein. On va voir, on a dans le chapitre de l'immunopathologie, on va parler de l'auto-immunité. Eh bien, pas mal d'exemples de maladies auto-immunes, eh bien, ils sont dus, si vous voulez, à une association par rapport à des formes alléliques précises, notamment de classe 2. On verra ça plus tard.
Alors ici, c'est juste une diapositive pour vous parler un petit peu du typage. Qu'est-ce que ça veut dire le typage HLA? Ah, on a dit chacun, il va exprimer des molécules de classe 1, de classe 2 en termes de phénotype, c'est-à-dire en termes de protéines. Mais comment savoir quelle est la forme allélique que la personne a exprimée pour le HLA-A, pour le HLA-B, le C, le DP, DQ, DR, etc. Il faut faire un typage. Et ce typage-là, si vous voulez, il est important qu'on sache, si vous voulez, quelles sont les molécules phénotypiques 1 et 2 qui sont exprimées chez l'individu, parce que ça sert, par exemple, au niveau des transplantations d'organes. Ah, si on veut s'assurer que la transplantation d'organes ou la greffe de tissu, par exemple, elle va réussir, ben, il faut qu'on s'assure de la compatibilité, voir quel est le typage chez l'individu donneur, celui qui va donner l'organe ou le tissu, et l'individu receveur, qui va recevoir l'organe ou le tissu. Il faut qu'il y ait un minimum d'histocompatibilité, parce que si vous greffez un tissu qui porte à sa surface des cellules qui portent des molécules de CMH1 qui sont codées par d'autres allèles que ceux de l'organisme receveur, il va les considérer comme des molécules exogènes et il va les attaquer. Il va développer des réponses immunitaires vis-à-vis de ces molécules-là et il y aura ce qu'on appelle rejet de greffe. Donc il faut s'assurer du typage HLA. D'accord. C'est également le cas pour certaines prédispositions. Tout à l'heure, on a dit il y a des associations entre les formes alléliques du CMH et certaines maladies. Eh bien, c'est très bien, par exemple, notamment chez les descendants, de vérifier la prédisposition génétique pour voir quelles sont les formes alléliques exprimées en termes de CMH, pour voir est-ce que l'individu est susceptible de développer la maladie ou est-ce qu'il sera protégé. C'est également le cas, par exemple, de certaines sensibilités. Il y a des gens qui sont sensibles par rapport à certaines maladies, à certains médicaments, pardon. Et dans ces cas-là, pareil, c'est judicieux d'avoir une idée sur le typage HLA. Alors le typage HLA, si vous voulez, il est de deux ordres, il est sérologique, mais il est également en biologie moléculaire. C'est-à-dire qu'on peut faire le typage en termes de protéines, ça c'est sérologique. C'est-à-dire on va, si vous voulez, essayer de voir quelles sont les molécules CMH1 et CMH2 présentes chez l'individu concerné, mais en termes de protéines. Hein, c'est ce qu'on appelle le typage HLA sérologique. Mais on peut aussi s'intéresser carrément aux gènes, hein, voir quels sont les gènes et surtout les formes alléliques géniques qui sont exprimées chez l'individu là. Alors les typages en sérologie, hein, on utilise une technique qui est la technique de micro-lymphocytotoxicité à l'aide d'anticorps, et ça c'est simple, hein. C'est-à-dire que si on soupçonne par exemple l'individu au niveau de ses cellules nucléées, il a le HLA-A, je dis n'importe quoi, HLA-17, eh bien, on va utiliser un anticorps monoclonal qui va interagir de manière anticorps-antigène, si vous voulez, avec la molécule HLA-17, et on va rajouter dans le milieu l'anticorps, pardon, le complément. Le complément aussi qu'il va se lier à la fraction FC de cet anticorps monoclonal qu'on a additionné. Et on sait le complément, s'il lie la fraction FC, eh bien, il va activer le complexe d'attaque membranaire et la cellule va éclater, hein. Il y aura une lisse cellulaire extracellulaire. Et ça va être la démonstration comme quoi, effectivement, à la surface de la cellule, il y avait le HLA-17, parce qu'on a eu une réaction. Autrement, s'il n'y a pas le HLA-17, le l'anticorps monoclonal ne va pas trouver d'antigène, il ne va pas se lier, donc le complément il ne va pas être activé, il n'y aura pas de lisse. Et de cette façon-là, on peut déterminer, si vous voulez, le typage phénotypique HLA, hein. Donc des protéines qui sont des protéines membranaires, et ça va nous donner les formes allyliques. Alors pour HLA, ça c'est un exemple, hein. HLA-A2, HLA-B27, HLA-CW4 et HLA-DR4, ça c'est pour les molécules de CMH2. Vous avez remarqué qu'ici on met un A pour les gènes A, un B pour les gènes B, et généralement au niveau de la nomenclature internationale, pour les gènes de classe, si vous voulez, les gènes C pour les molécules de classe 1, on rajoute toujours un petit W. C'est juste une convention pour ne pas confondre ce C majuscule avec le complément. Parce que vous avez vu les éléments du complément, le CD, le C2, le C3, le C4, le C5, etc. Et, hein, on utilise l'abréviation C, donc pas les confondre. Donc on met toujours C avec W. Alors ici, donc, on détermine, si vous voulez, les protéines HLA membranaires, mais on peut déterminer, si vous voulez, les gènes ou les formes alléliques. Et dans ce cas-là, on va utiliser la technique de PCR. Très, 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 très d'actualité en ce moment avec cette crise sanitaire du Covid, le PCR, le polymérase chain reaction, hein, ça c'est PCR, c'est l'abréviation de ce terme en anglais. Et donc, ça va nous permettre de faire le génotypage cette fois-ci. Ce n'est pas le phénotypage, pas le phénotype, mais le génotype, un génotypage HLA.
On va déterminer vraiment les formes alléliques. Et là aussi, il y a des annotations convenues par les scientifiques. Alors ici, par exemple, HLA-A02, HLA-B27. Donc, on précède la forme allélique par cet astérix qui est là. Mais souvent, si vous voulez, les formes alléliques, ce n'est pas une forme toute simple, mais même la forme allélique, c'est une famille d'allèles en quelque sorte. Donc, le numéro que vous voyez là, c'est le numéro de la famille allélique. Donc, si on cherche par rapport à un individu ou par rapport à une famille précise, on peut trouver qu'à l'intérieur de cette famille allélique, le 02, bien, il y a plusieurs formes. Alors ici, par exemple, un exemple, HLA02, donc on est dans cette famille de formes alléliques, mais deux points, c'est 101. Une autre personne qui aura le même et qui appartient à cette famille allélique, elle aura aussi le HLA02, mais peut-être une autre forme familiale. Alors ici, les molécules de CMH, alors on l'a dit, ici c'est juste un rappel, on le précise, ils sont importants à cause de cette restriction du CMH. Les TH, le TCR des TH est restreint au CMH2, hein, qui est exprimé par les CPA. Et les T, avec leur TCR, ne reconnaissent le peptide que s'il est associé à une molécule de CMH2. Hein, c'est quelque chose dont on a parlé lorsqu'on a parlé de la synapse immunologique. C'est vrai aussi pour les T cytotoxiques, le TCD8, ils sont restreints au CMH1. Comme vous le voyez ici, le TCR ne reconnaît l'antigène que s'il est associé à du CMH2. Ça, il faudra que vous le reteniez. TH avec le CMH2, T cytotoxique avec le CMH1, la restriction du CMH. D'accord? Et ça fait que ça fait du CMH un élément central de la réponse adaptative. Vous voyez ce que vous voyez, cette interaction-là, elle est fondamentale. Regardez, rien ne peut fonctionner sans cette interaction-là. La différenciation des TH. Ben, sans le CMH, vous n'avez pas de différenciation des TH. Le TH ne veut pas s'activer, ne veut pas, on l'a dit, c'est le chef d'orchestre de l'immunité adaptative. S'il n'y a pas le CMH2 qui présente l'antigène, ben, il n'y aura pas de différenciation, pas d'activation. Les B, pareil, hein, parce que les B, bah, c'est vrai, le BCR, il reconnaît des antigènes dans l'état natif, il n'a pas besoin d'apprêtement, il va directement vers l'antigène, il peut le lier, d'accord? Mais quand il le lie, il a besoin de signaux d'activation. Et nous avons vu que ces signaux d'activation, ils proviennent du TH. Donc il est obligé, si vous voulez, de faire de la présentation d'antigènes, comme ici, un peptide associé à du CMH2, le présenter au TH pour recevoir les signaux pour pouvoir se différencier en plasmocytes et donc sécréter des anticorps. Les T cytotoxiques, pareil, on vient de le voir, hein, le T cytotoxique, son TCR ne reconnaît que les antigènes associés à du CMH1. S'il n'y a pas le CMH1, pas de différenciation, pas d'activation. La cytotoxicité, pareil, on ne peut pas faire de cytotoxicité sans le CMH. On a parlé de l'exemple des cellules NK. Il y a inhibition de la cytotoxicité parce que les cellules normales portent le CMH1. Mais lorsque la cellule devient cancéreuse, lorsqu'elle est infectée par un virus, généralement, elle cesse d'exprimer le CMH1. Donc, elle cesse d'exprimer le ligand des récepteurs inhibiteurs. Et là, à l'approche de la cellule NK, la cytotoxicité peut se produire parce que les récepteurs inhibiteurs ne vont pas trouver leur ligand. C'est les récepteurs activateurs qui vont trouver leur ligand et la cellule NK va s'activer. D'accord? Et puis l'activation du macrophage. Le macrophage, c'est un petit peu dans le même cas de figure que les B. Le macrophage, il va capter notamment les bactéries extracellulaires, les bactéries intracellulaires, il va les phagocyter, les internaliser, mais il va faire de l'apprêtement antigénique et présenter un peptide bactérien associé à du CMH2, il va le présenter à la cellule TH pour recevoir de la cellule TH les signaux qui vont booster le macrophage pour qu'il s'active, notamment pour faire de la phagocytose, de la bactéricidie, etc. Vous voyez, le CMH, c'est un élément central et je l'ai mentionné au début de ce diaporama. Sans le CMH, il n'y a pas d'immunité adaptative. Hein. Toutes les espèces qui font de l'immunité adaptative parce qu'ils ont le CMH. Avec le TCR, BCR, bien sûr, hein, le récepteur de spécificité. Hein, donc, si chaque espèce qui a le TCR, BCR et CMH, elle fait de l'immunité adaptative. Si elle n'a pas ces trois molécules-là, elle ne peut pas faire de l'immunité adaptative. Et puis, pour terminer, il faut savoir que la molécule de CMH n'est pas juste un portoir. Elle ne porte pas juste le peptide comme ça pour qu'il interagisse avec le TCR. Ce n'est pas juste un portoir. Hein, d'accord? Non, la molécule de CMH, elle participe à la reconnaissance d'antigène. Elle participe à la reconnaissance de l'antigène. D'accord? Pourquoi? Parce que le TCR alpha-bêta reconnaît un ligand composite.
C'est-à-dire que ici, le site de reconnaissance du TCR, ici, le paratope du TCR, eh bien, il interagit à la fois avec le peptide, mais aussi avec une partie de la molécule de CMH. Donc ici, la partie, c'est une partie du domaine alpha 1, alpha 2 pour les molécules de classe 1, et une partie du domaine alpha 1 et une partie du domaine bêta 1 pour les molécules de classe 2. Donc il s'associe aux deux, au peptide et aussi une partie de la molécule de CMH. Donc on parle d'un ligand composite, de alors, les scientifiques, grosso modo, disent environ un tiers du peptide antigénique et deux tiers des hélices qui constituent les polypeptides du CMH. Donc, vous voyez que le site de liaison du TCR, il interagit davantage plus avec le CMH qu'avec les molécules de peptidiques. Alors, ce qui se passe, rappelez-vous de la sélection positive. La sélection positive, c'est-à-dire on va tester les TCR pour voir est-ce qu'ils interagissent avec le CMH du soi. Alors, on a dit chez un individu, il peut exprimer un maximum de 6 types de molécules CMH1 différentes et un maximum de 12 types de molécules de CMH2 différentes. Donc, les TCR, lorsqu'ils quittent le thymus, ils ont suivi un apprentissage. Ils n'ont reconnu que 6 formes de molécules CMH1 et 12 formes maximum de molécules de CMH2 qui appartiennent à l'organisme, à l'individu, l'organisme hôte. D'accord? Et donc, si vous voulez, en périphérie, si vous ramenez un peptide de spécificité d'un TCR, ben, il faut qu'il soit accompagné des molécules CMH que le thymocyte a reconnu, a appris à reconnaître au niveau du thymus, au niveau central. D'accord? Si vous prenez le même peptide, qui est de spécificité du TCR, mais vous l'associez à des molécules de CMH appartenant à un autre individu, ou chez les animaux par exemple à une autre souche, bien même si le TCR est spécifique de l'antigène, ben, la molécule de CMH, il ne la connaît pas, il ne la reconnaît pas. Donc l'interaction ne peut pas se faire, la reconnaissance ne peut pas se faire, l'activation ne se fera pas. Et inversement, si vous gardez les CMH de l'organisme hôte ou de l'individu en question, mais vous mettez un peptide différent qui n'est pas de spécificité, pareil, il n'y a pas d'interaction. L'interaction de reconnaissance ne s'établit que lorsque vous avez un peptide spécifique du TCR associé à des molécules de CMH du soi, c'est-à-dire de l'organisme hôte, et non pas d'un autre individu ou d'une autre souche concernant les animaux d'expérimentation, hein, qu'on utilise en laboratoire. Et merci de votre attention.